Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parcours. Aujourd'hui, je reçois Camille Test, qui est l'autrice de Politiser le bien-être, un essai engagé qui vient bousculer l'univers du développement personnel. Ex-journaliste devenue professeure de yoga et militante féministe, Camille va nous raconter son parcours atypique et inspirant. Bonjour Camille. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup de me recevoir. Comme tu sais, ce qui nous intéresse avant tout, c'est le parcours. Alors, est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ton enfance? Quel genre d'enfant tu étais? Quelle éducation tu as eue? Oui, vaste question. Euh, moi, j'ai une enfance un peu atypique parce que je suis née à la montagne d'abord, dans les Alpes, de parents kinés et ostéopathes, donc de parents qui avaient un rapport au corps et au bien-être quand même assez présent. Et très vite, ils ont mis cette carrière en pause pour partir en voyage. Et on est parti vivre sur un voilier, voyager sur un voilier pendant 3 ans. Quand j'ai su ça, mais quel rêve, quoi. Vivre sur un voilier quand on est enfant, j'imagine que c'est juste la liberté absolue, quoi. Bah, moi, j'ai un regard d'adulte sur ça, mais je peux te raconter comment je le vivais enfant. Et effectivement, en tant qu'enfant, c'est incroyable, en fait. Tu vis vraiment comme une sorte de petit enfant sauvage. En gros, mes parents me faisaient l'école à la maison, enfin, en fait, sur le bateau. Et mes récrés, c'était dans l'eau, à nager. Tous les cours étaient un peu orientés vers ce qu'on vivait. Donc, c'était des découvertes très, très pratiques et tout. Vous aviez fait quoi comme voyage exactement? On est parti du sud de la France, de Méditerranée. On est passé j'ai fait un détroit de Gibraltar, au sud de l'Espagne, le Portugal, puis toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, donc Mauritanie et Sénégal principalement. On est resté assez longtemps dans cette région-là. Et puis ensuite, Cap-Vert. Et le Cap-Vert, c'est en général le point de départ pour traverser l'Atlantique, avant d'aller jusqu'aux Antilles, où on est resté un petit peu. Et après, ça s'est arrêté là. On aurait pu continuer, mais voilà, ça s'est arrêté. Et comment se passe le retour? Alors, le retour à la vie normale, j'imagine que tu vas dans une école classique. J'étais très excitée de retrouver une vie normale parce qu'en réalité, quand t'es enfant, même si j'avais quand même, je pense, conscience de la chance que c'était de vivre toutes ces aventures, j'avais aussi envie, comme je pense beaucoup d'enfants, de faire exactement comme les autres. Et je voyais que les autres avaient des vies normales dans des écoles normales et ça m'attirait beaucoup. Mais en réalité, je me souviens aussi du choc que ça a été de me retrouver assise en classe, je sais pas, 6, 7, 8 heures par jour, avec plein de gens autour de moi et une espèce de quotidien qui était régi pas forcément par des besoins personnels. Surtout quand t'es enfant, t'as énormément d'énergie, t'as envie de sauter, bouger partout, mais par la nécessité, voilà, qu'on devienne tous des petits soldats de la société, entre guillemets. Donc ouais, c'était assez dur. Enfin, j'ai des souvenirs vraiment de souffrance physique, en fait, d'envie de bouger, d'envie de courir, d'envie de crier, d'envie de rire. Et, et est-ce que tu réussis d'une certaine manière à, je dirais, imposer ça, ou bien tu rentres vraiment dans le rang, tu t'acclimates, tu t'habitues, et parce qu'il me semble me souvenir que tu es plutôt une élève sans problème, tu es plutôt une bonne élève, et Ouais. l'école pour toi c'est relativement simple. J'ai la chance d'être plutôt une bonne élève, effectivement, et je suis très, une mentalité à la fois un peu première de la classe. J'ai très envie de satisfaire, c'est un truc très féminin aussi, j'ai envie de plaire aux profs, j'ai envie de plaire à mes parents, j'ai envie voilà, de performer à l'école. Clairement, le syndrome de première de la classe, c'est un truc que je connais vachement. Mais à la fois, le fait d'avoir vécu ce quotidien d'enfant, jeune enfant un petit peu rebelle, me donne aussi une mentalité un peu rebelle. Je suis assez insolente. Euh, et je pense que très jeune, en fait, j'ai conscience du fait que je souffre à l'école. Et est-ce que tu arrives à avoir une soupape de décompression, je dirais, un exutoire, un endroit où tu arrives à reconnecter avec cette liberté que tu avais plus jeune? Bah, j'ai des souvenirs, dès que je rentre de l'école, je me mets à danser, je me mets à bouger dans ma chambre, à faire ce que font beaucoup de petites filles, c'est-à-dire me prendre pour une star dans ma chambre. Mais en réalité, c'est ouais, genre mettre de la musique, danser, bouger, retrouver en fait mon corps. À l'école, on est des têtes et à la maison, je peux être un corps. Mes parents sont plutôt sportifs et sportives, donc m'encouragent à faire du sport, etc. Donc voilà, je m'autorise à habiter mon corps jusqu'au début de l'adolescence.
Et en fait, au début de l'adolescence, il se passe un truc qui se passe, je pense, pour la plupart des jeunes filles, c'est que je prends conscience que mon corps va être un objet de commentaire, un objet de convoitise, et que je vais devoir en faire l'objet le plus beau possible pour le regard des garçons puis des hommes. Ça, c'est un peu ce qui se passe dans un système patriarcal, en fait. Et donc, tout le plaisir lié au mouvement se transforme en une injonction, en une obligation à être mince, à avoir des bras fins, à avoir des gros seins, à avoir la peau douce, etc., etc. Et j'ai des souvenirs à 12-13 ans de déjà réfléchir stratégiquement. Je crois qu'à 12 ans, j'avais déjà prévu, je sais pas, de me faire refaire les seins parce que j'avais peur de ne pas avoir des assez gros seins. Donc, voilà, tout ce plaisir corporel disparaît au profit d'une injonction. Et en fait, ça dure des années, jusque pendant mes études. Et c'est en découvrant le féminisme et en découvrant en fait des théories qui viennent, qui viennent expliquer ça, expliquer pourquoi est-ce que les filles se mettent à penser comme ça dans un système où en fait nos corps sont considérés comme des objets, euh, et où en fait nos corps vont être hiérarchisés. Il y a les filles avec des corps beaux selon la norme qui vont avoir plus de pouvoir et des filles avec des corps moins beaux selon la norme qui vont en avoir moins. Donc évidemment, tu as envie d'être du côté des gens qui ont du pouvoir. Et c'est en découvrant ça que peu à peu, j'arrive à m'en libérer un petit peu et à retrouver mon corps. Du coup, tu dis que tu découvres ça pendant tes études. C'est quel type d'études que tu poursuis? Je fais des études universitaires, plutôt en sciences sociales, donc Sciences Po, et des études de philosophie à la Sorbonne. Donc c'est plutôt des études assez sérieuses, assez rigoureuses, où à nouveau, encore plus en fait, je dirais qu'à l'école, qu'au collège et qu'au lycée, le corps n'existe pas. Le corps n'existe, c'est quelque chose que je raconte un peu dans le livre, dans l'intro d'ailleurs. Le corps, et notamment mon corps féminin, n'existe que pour se tenir droit, être le plus normé possible, le plus mince possible, le mieux habillé possible, avec un menton un petit peu relevé, une posture un peu... Voilà, on nous apprend à utiliser nos corps, par exemple, à Sciences Po, quand on fait des cours de prise de parole en public. On nous apprend à nous tenir droit, à regarder, à nous positionner dans l'espace, mais évidemment, absolument pas pour prendre plaisir dans nos corps, mais au contraire, pour l'utiliser comme un outil de pouvoir à nouveau. En dehors de ça, le corps n'existe pas et nous ne sommes que des têtes. Et non seulement le corps n'existe pas, mais on l'abîme en fait. On l'abîme en travaillant, en allant à la bibliothèque de 7h du mat à 23h le soir. Mais du coup, quand vous avez des cours de prise de parole comme ça, c'est pas orienté justement dans un souci, un désir d'incarner le corps, d'avoir une posture, non pas pour paraître, mais d'avoir une posture pour être et pour pouvoir potentiellement faire passer le message qu'on a à faire passer de manière plus efficace et saine. Ça du tout, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, on apprend effectivement avec des techniques qui viennent du théâtre. En général, quand on travaille la prise de parole en public, on apprend effectivement à respirer, à ressentir nos bras, nos jambes, nos poumons qui se gonflent et qui se dégonflent, dans l'optique d'incarner quelque chose et dans l'optique de faire passer un message. Mais on est dans une école comme celle-là qui a vocation quand même, tu vois, à influencer toutes nos manières de fonctionner, en l'occurrence en France, mais dans le monde. Enfin, tu vois, c'est une école qui forme des leaders politiques, des leaders économiques, etc. On nous apprend jamais que habiter nos corps, ça peut être aussi un moyen de ressentir du plaisir, et que, en fait, cette prise en compte des besoins du corps et du plaisir dans le corps, et ben, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit, en ce moment, on est dans un contexte de réforme des retraites, où on voit très bien que nos dirigeants ne prennent pas en compte les autres corps, ne prennent pas en compte la pénibilité des corps, ne prennent pas en compte les corps qui souffrent parfois depuis l'âge de 14 ou 16 ans et qui vont souffrir et qui vont s'abîmer jusqu'à leur retraite, et on leur demande de travailler encore plus. Donc pour moi, c'est la preuve qu'il y a un impensé du corps majeur dans ces milieux-là. Alors, tu suis tes études à Sciences Po classiquement, et vers quoi tu t'orientes à ce moment-là? Je deviens journaliste parce que je découvre ce qui n'existe pas du tout dans ma vie avant. Moi, je viens d'un milieu on va dire classe moyenne supérieure. Je découvre les inégalités, je découvre l'injustice, je découvre le fait qu'en fait, moi, j'ai été déposée sur cette terre dans une famille, et qu'il se trouve que dans cette famille, il y avait des privilèges et des chances, et que c'est pas vraiment dû à nous parce qu'on est des meilleures personnes, c'est dû à un système profondément inégalitaire.
Et en fait, moi, ces inégalités, je me rends compte dans cette école-là, pour le coup, qui donne une vraie compréhension des inégalités dans le monde, des injustices. Je découvre que c'est pas OK. Et le journalisme devient un moyen d'aller mettre le doigt et de sensibiliser à ces injustices, à ces inégalités. Donc, je fais ça pour ça. Ok. Et ça se manifeste comment? Du coup, quel type de journal, enfin, vers quel type de contrat tu vas? Parce qu'il me semble aussi me souvenir que t'as pas la télé chez toi, donc les médias, Ouais. c'est quelque chose qui t'intéresse et qui te nourrit vraiment, mais sans le connaître précisément. Tu me racontes que tu fais des fausses interviews, tu as un blog, et du coup, voilà, comment tu as envie que le journalisme se manifeste en toi? C'est rigolo parce qu'effectivement, petite fille, je passe mon temps à faire des fausses interviews radio et tout dans ma chambre alors qu'on n'écoute pas trop la radio à la maison. Je rêve de faire de la télé alors qu'on n'a pas la télé. Effectivement, moi, j'ai jamais eu la télé petite. Donc du coup, j'ai un rapport un peu bizarre avec les médias, un rapport un peu sans doute un peu fantasmé, sans doute qui explique aussi sincèrement cette envie d'aller faire du journalisme. Et du coup, quand je deviens journaliste, je fais plusieurs choses. Enfin voilà, dès les premières années, de toute façon, je ne suis pas restée finalement très très longtemps dans ce métier, mais on va dire entre 7-8 ans dans ce métier. Je touche un peu à tout. Et ce qui me plaît vraiment, c'est l'écriture. Et je travaille au Canada, à Montréal, dans un média qui me permet d'écrire plein d'articles très très fouillés sur plein de questions de société. Je me mets à écrire sur le féminisme, sur la question de l'exil, sur le handicap, sur plein de choses vraiment à la fois super intéressantes et révoltantes. Et je découvre le plaisir de l'écriture là-bas, en fait. Et qu'est-ce qui signe alors ton envie d'arrêter ou ton besoin d'arrêter ou la vie qui te mène sur ce chemin? Le monde du journalisme, comme la plupart des milieux, je pense, sont des mondes qui sont à la fois passionnants, où tu es happé dans des métiers vraiment passionnants, et à la fois qui te brisent émotionnellement, qui te brisent physiquement, dans lequel évidemment il y a des rapports de pouvoir, évidemment qu'il y a du harcèlement moral, évidemment que quand on est une femme, on doit se battre 2 fois plus. Et encore, moi je suis une femme blanche, mais si on est une femme racisée, c'est encore pire. Enfin, je veux dire, c'est des milieux qui ne nous épargnent pas du tout, quoi. Et en fait, très très vite, avant mes 30 ans, je suis au bord du burn-out et je me rends compte que je suis en train de me casser, de m'épuiser, je suis fatiguée. Je me dis: «Mais je vais pas traverser la vie, dans cet état, en fait, quoi». Et donc aussi parce que je peux le faire, aussi parce que j'ai un backup, aussi parce que j'ai des parents qui sont là pour me soutenir, je décide d'arrêter totalement et de faire, le truc le plus cliché du monde, d'aller faire une formation, de prof de yoga, et de me dire: «OK, au moins dans ce métier-là, je pourrais, retrouver, mon corps, ma santé». Mais moi, je veux bien qu'on revienne en fait sur ton départ au Maroc. Parce que j'ai l'impression, je sais pas, hein, et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression en fait que c'est déjà un premier virage. Il y a déjà il me semble me souvenir que tu es sur une espèce de fin de contrat, et, avec déjà beaucoup de fatigue psychologique et physique, et tu décides de partir au Maroc. Et c'est là, je crois, que tu découvres le yoga pour la première fois. Alors que je suis en train de travailler comme journaliste et que je sens que je suis un peu au bord du burn-out, je décide, de partir, de mettre en pause ma carrière et d'aller vivre au Maroc, à Casablanca, parce que j'ai genre des relations familiales là-bas, enfin des liens qui font que j'ai envie de m'y installer. J'ai du temps devant moi et donc parmi les activités que je décide de faire, je vais faire du yoga. C'est comme ça que je découvre le yoga. Activité que j'aborde en pensant que c'est enfin vraiment ce que je me dis dans ma tête à l'époque, c'est: «Ah, c'est quoi cette activité de grand-mère? OK, c'est un médecin qui m'a conseillé de faire ça, mais bon, ça voilà». Et en fait, au bout de je sais pas, 10 minutes de cours, je réalise que c'est évidemment pas une activité de grand-mère, même si c'est horrible de dire ça, mais bon, bref, c'est comme ça que je le dis à l'époque. Et surtout, je découvre une activité incroyable où tu peux ouais, reprendre possession de toi, de ton enveloppe corporelle, reprendre du plaisir. Enfin, le yoga, c'est vraiment comme les jeux que je fais avec ton corps quand t'es enfant. Tu vois, tu tords tes bras, tes jambes dans tous les sens et tout. C'est incroyable, quoi. Dans ton livre, justement, il y a un bon passage là-dessus où tu dis que on est dissocié de notre corps. Cette société, pardon, nous dissocie de nos corps. Et pour toi, ce serait... Quel moyen on aurait
pour reconnecter à ça? On est dans une société, il me semble, en tout cas c'est ce que je dis dans le livre, qui nous dissocie totalement de nos corps. C'est-à-dire que non seulement c'est une société qui nous fait vivre nos corps de l'extérieur comme des objets de décoration à rendre de plus en plus beaux, de plus en plus musclés, parsemés de bijoux, vêtements, etc., etc. Et c'est ça, en gros, qui ferait notre valeur. Mais c'est aussi une société, par la manière dont sont organisées nos journées, qui nous épuise. On travaille énormément. On fait vivre, en fait, on fait vivre des choses à notre corps, ne serait-ce que le stress, qui nous abîme profondément. Et finalement, les moments où on peut vivre du plaisir avec nos corps, en faisant du sport, en faisant rien, en faisant la sieste, en marchant dehors ou en profitant simplement de notre planète, sont non seulement extrêmement réduits, mais en plus, de plus en plus, laissés à quelques-uns. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir accès à la nature, avoir accès à des moments de chill, je sais pas, au bord d'un lac, sont l'apanage de seulement quelques privilégiés. Je trouve que c'est dingue de se dire ça. Honnêtement, je pense qu'il faut dire les termes. C'est le capitalisme, le néolibéralisme qui fait ça, en fait, qui fait de nous des machines, des petits soldats, des petits rouages d'un système. Et quand je dis dans le livre qu'on est dissocié de nos corps, c'est ça, en fait. On ne peut même plus profiter de nous-mêmes. Nous sommes des petits outils, des petits rouages au service d'un système. Mais j'aime bien l'outil dont tu parles d'exiger la lenteur. Ça pourrait faire partie d'un des outils principaux pour essayer de revenir à soi, de revenir en soi. Et c'est vrai qu'on est toute la journée sollicité, on court dans tous les sens dans cette société folle dingue, je dirais. On est tout le temps en train de courir. Et effectivement, comme tu dis, peut-être avoir la chance d'être plus à la campagne, de pouvoir plus s'écouter, plus prendre le temps et donc de revenir à cette sorte de lenteur pourrait nous être bénéfique. Dans ce livre, en fait, j'essaie de proposer d'autres manières d'utiliser les pratiques de bien-être. D'utiliser, par exemple, le yoga, la méditation, le coaching, la nutrition, etc. Tant qu'on utilisera ces pratiques pour faire de nous et de nos corps des outils toujours plus productifs au service d'un système, comme c'est le cas aujourd'hui, on voit très bien qu'on utilise beaucoup, par exemple, le yoga pour être plus productif le lundi matin au travail. Je crois on se trompera complètement. Pour moi, ces pratiques, elles doivent servir à nous désintoxiquer de ce système. Et de la performance. De la nécessité d'être toujours très, très actif, très, très efficace, très, très occupé, au point où aujourd'hui, on n'arrive pas à s'aimer si on n'est pas comme ça. Moi, je le vois quand j'organise des retraites de yoga où je propose des choses vraiment très simples que vous pouvez faire, évidemment, en dehors des retraites de yoga. Marcher dans la nature en silence, très lentement. Et en fait, la première demi-heure, la première heure, les gens paniquent. Vraiment, j'ai des conversations avec des personnes qui me disent « Mais en fait, c'était horrible pour moi, je ne sais plus être comme ça. » Alors que ça devrait être notre mode par défaut. C'est un mode, la lenteur et le silence, c'est un mode qui est bon pour notre système nerveux, qui nous permet de mieux digérer, de mieux dormir la nuit, etc. Mais nous ne savons plus être comme ça. Et c'est l'une des grandes violences de ce système, c'est qu'il nous a un petit peu transformés en ces espèces de machines super actives qui sont mauvaises pour notre santé, mauvaises pour notre bien-être, mauvaises pour notre bonheur. Tu cites la philosophe Barbara Stiegler dans ton bouquin qui dit « Nous ne sommes pas équipés ni sur le plan cognitif, ni sur le plan psychique, ni sur le plan affectif pour supporter l'environnement que nous avons nous-mêmes créé. » Barbara Stiegler, avec son livre « Il faut s'adapter », elle fait un truc incroyable, c'est qu'elle nous explique effectivement à quel point aujourd'hui, toutes les structures, tout le système n'est pas fait comme ça devrait l'être, puisque c'est nous qui l'avons construit pour qu'on vive tous êtres humains heureux et heureuses. Il est fait pour que nous, dès l'enfance, nous soyons structurés, formés à nourrir toujours plus ce système. Le meilleur exemple, c'est l'école aujourd'hui. L'un des objectifs de l'école en France, c'est de nous rendre, c'est ce qu'écrit Barbara Stiegler, toujours plus flexibles.
Parce que la flexibilité dans un système capitaliste, c'est bien, c'est important. Il faut qu'on fasse plusieurs métiers, il faut que dans un métier, on fasse plein de choses, il faut qu'au boulot, on soit capable de jongler d'une tâche à une autre en permanence. Mais ça ne fait pas du bien à nous. Ça fait seulement, ça fait seulement du bien à nos employeurs, à nos actionnaires, etc., etc. Euh, c'est vraiment dommage, je crois. En fait, on est en train de se planter et sans se rendre compte qu'on est en train de se planter, en fait. Je veux bien qu'on revienne sur le parcours. On s'était arrêté au Maroc. À l'issue du Maroc, quelle décision tu prends? Est-ce que tu reviens en France? Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce que ça a apporté déjà ce voyage et du coup, dans quelle direction tu t'engages? Au Maroc, j'ai la chance de découvrir de la lenteur et c'est un temps de pause pour moi. Encore une fois, c'est un temps qui n'est pas donné à tout le monde et je crois que c'est un problème, c'est dommage en fait. C'est grave, c'est important qu'on ait tous et toutes l'opportunité de faire des pauses dans une vie professionnelle. D'où l'intérêt, à mon sens, d'aller vers des solutions peut-être par exemple comme le revenu universel ou ce genre de choses qui permettent vraiment ces temps de pause. Et puis en quittant le Maroc, du coup, je pars vivre au Canada pour reprendre mon métier de journaliste. Pourquoi tu choisis le Canada? Je me sens pas du tout de revenir en France. J'ai, je sais pas, 25 ans à ce moment-là. Donc, c'est l'occasion, c'est un âge où on a envie de bouger peut-être. Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie de bouger, de découvrir d'autres choses, de découvrir d'autres manières de vivre. Et au Canada, au Québec, en réalité, à Montréal, je ne suis pas déçue au sens où je découvre, pour le coup, un pays où, dans le quotidien, dans mes journées à moi, en tant que femme, pour la première fois, je sens que je retrouve un corps un peu libre, en fait. Pour te donner un exemple un peu plus concret, c'est la première fois que je peux faire du yoga en short dans un parc, sans me faire harceler, sans me faire embêter, sans me faire dévisager. Chose que je ne peux pas faire dans ma vie à Paris, en fait. Je découvre ce que c'est, en tant que femme, de pouvoir me balader dans la rue en ayant des poils sous les bras, en ne portant pas de soutien-gorge. Je ne subis pas de regard particulièrement violent ou jugeant ou même interloqué. Tout le monde s'en fiche, en fait. Et c'est très important parce que je crois que c'est à ce moment-là que je me rends compte que, évidemment, toutes ces activités que je peux faire, elles sont liées profondément à la joie, à du plaisir. C'est génial d'avoir un corps aussi libre dans l'espace public, dans une ville, en fait. Et ça devrait être un droit pour tous et toutes. Pourquoi nos sociétés sont autre chose que ça, en réalité. Et voilà, donc je m'attache à cette ville qui me permet ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui crée cette si grande différence entre eux et nous? Ce qui fait que je pense qu'à Montréal, on peut être une femme et avoir un corps relativement libre dans la rue, par rapport à la France, par exemple. C'est tout simplement que les gens sont bien plus en avance et bien plus éduqués sur les questions féministes. Dans mes quelques années passées à Montréal, évidemment, il ne faut pas fantasmer un pays qui serait 100% féministe. Il y a plein d'inégalités de genre, comme il y a plein d'autres inégalités dans ce pays. Mais en revanche, c'est vrai que sur les questions de respect du corps et de corps de femmes émancipées, oui, les personnes sont bien plus en avance. Et moi, j'ai pas une conversation pendant ces 2 années où on me ramène à mon corps de femme, où on me ramène au fait que ne pas porter de soutien-gorge, ça serait un problème. Donc c'est là où c'est très, très important, je pense, la question de l'éducation. Heureusement, bon, c'était il y a quelques années, maintenant, ces questions, on avance quand même en France sur ces sujets-là. Du coup, dans ton bouquin, tu cites le dernier livre Futur de Lorraine Bastide, où elle évoque l'idée que le féminisme puisse sauver le monde. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Dans quelle mesure penses-tu que le féminisme puisse sauver le monde? Ce qu'apporte le féminisme, je pense, et en fait on devrait dire les féminismes parce qu'en réalité il n'y a pas un féminisme, il y a plein de pensées parfois qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres, mais en gros quand même je pense ce qu'apporte la pensée féministe, c'est justement l'intérêt porté au corps et l'intérêt porté à l'intime. On réalise que l'intime est politique. Ça veut dire quoi, l'intime est politique? Ça veut dire que tout ce qui touche à nos affects, à nos émotions, à notre corps, à notre enveloppe charnelle, mais aussi à tout ce qui fait notre corps, la maladie, le handicap, les règles, la transpiration, enfin voilà, la réalité charnelle de ce qu'on est, en fait, nous, en tant qu'êtres humains,
c'est digne d'intérêt, digne de conversation de société. Et si on n'a pas ces conversations, il y a des dominations cachées. Le fait, par exemple, que moi, je puisse ou non, en fonction des sociétés, en fonction des villes dans lesquelles je vis, me balader dans la rue avec un t-shirt et ne pas porter de soutien-gorge et subir des violences ou pas. Donc, juste le fait que mon enveloppe charnelle soit dans un endroit ou dans un autre et subisse ou non des violences, c'est une question politique. Le féminisme apporte ça, met le doigt sur la question de l'intime, sur la question du corps. Et je pense que c'est majeur, encore une fois, parce que si on oublie la question du corps dans une société, on ne voit pas les dominations subies par les corps. Je raccroche avec cette idée d'une réforme des retraites qui ne prend pas en compte la souffrance des corps des autres. Dès qu'on oublie les corps des autres, dès qu'on oublie les corps, par exemple, qui font des métiers très très durs et qui s'abîment et qui se cassent très vite et qui ont besoin de se reposer peut-être encore plus tôt que les autres, on oublie, on passe à côté de domination, on passe à côté et donc en fait on maintient des injustices. Aujourd'hui, on laisse beaucoup de place au cercle de femmes, aux retraites essentiellement féminines, aux stages essentiellement féminins. L'idée quand même est d'envisager l'être ensemble, pas seulement le vivre ensemble, mais vraiment la cohésion sociale, l'être ensemble. Est-ce que c'est pas contre-productif à un moment donné de trop éloigner les besoins des hommes et les besoins des femmes? Aujourd'hui, dans les espaces de bien-être et par exemple dans les miens, moi en tant que prof de yoga, ça m'arrive de créer des cours ou des week-ends uniquement destinés notamment aux femmes. Je le fais comme un outil dans un panel de nombreux outils. Le fait par exemple, de se retrouver entre femmes qui, dans le quotidien, sommes toutes, par exemple, victimes de harcèlement de rue, et tout à coup de se retrouver ensemble sans que on soit rappelé à cette violence qu'on peut vivre, c'est quelque chose de très libérateur. Et il y a une différence entre faire ça sur un temps donné et décider, je ne sais pas, de créer une société uniquement composée de femmes. Néanmoins, je pense que cette question de la place du corps dans notre société et du fait qu'on ne nous laisse pas la place pour être des corps et pour ressentir aussi de la vulnérabilité, pleurer, vivre des émotions, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup leur place dans cette société. Et on peut avoir honte, alors aujourd'hui ça change un peu, mais on peut avoir honte de tout ça. Je crois qu'évidemment, hommes, femmes et personnes ne s'identifiant ni comme hommes ni comme femmes doivent pouvoir avoir des espaces pour exprimer, pour ressentir ça. Je crois que le fait, par exemple, qu'aujourd'hui dans les pratiques de bien-être comme le yoga, mais aussi comme des pratiques thérapeutiques, soient majoritairement fréquentées par des femmes, ça dit beaucoup aussi, je pense, du fait que beaucoup d'hommes ne se sentent pas légitimes à aller dans ces espaces ou ne voient pas l'intérêt, en fait, de ressentir la vulnérabilité, d'exprimer des choses dans leur corps, d'avoir des temps de pause. Et ça, qui est aussi induit par la société. Bien sûr, c'est forcément induit par eux, mais c'est induit par la société, ça. C'est totalement indissociable du système patriarcal dans lequel on est. L'éducation patriarcale, c'est ce que montre par exemple la chercheuse Carol Gilligan, une chercheuse américaine. Elle montre que très très jeune, les petits garçons sont sociabilisés à se couper de leurs émotions, à se couper de leur paysage intérieur, en fait. Est-ce que ça t'ennuie pas du coup de raconter le dilemme de Heinz? Oui, bien sûr. Dans Une voix différente, Carol Gilligan, elle parle du dilemme de Heinz. Ce dilemme, c'est un dilemme qu'on présente à une petite fille et un petit garçon, et qui vont permettre de comprendre un peu leur système de valeurs. C'est des enfants qui ont 8 ans à peu près. Heinz, c'est un monsieur dont l'épouse est malade. Et il n'a pas d'argent pour la soigner. Il a besoin d'un médicament, mais il n'a pas cet argent. Et donc, on va demander au petit garçon, voilà, Heinz demande au pharmacien de lui donner ou de lui prêter le médicament. Le pharmacien refuse. Qu'est-ce que t'en penses? Le petit garçon va dire, c'est pas bien. Il faut voler le médicament. Parce que c'est juste la vie de son épouse est plus importante que le fait pour le médecin d'être payé ou pas payé. Et puis quand on va dire à la petite fille, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qu'il devrait faire Heinz par rapport à ça, en fait, elle n'arrive pas à répondre. Elle n'arrive pas à dire il faut voler le médicament ou le pharmacien devrait le donner et tout. Elle n'arrive pas à répondre, c'est trop compliqué. Et donc, Carol Gilligan se demande pourquoi et postule du fait que c'est parce que la petite fille
n'arrive pas à avoir une logique de justice bien versus mal comme a le petit garçon. Pour elle, il y a plein d'autres questions à poser. Est-ce que on pourrait pas emprunter le médicament, mais je sais pas, le rembourser sur plusieurs fois. Enfin, voilà, il y a plein de questions. Et elle comprend qu'en fait, la petite fille, elle a une analyse relationnelle de ce problème. En fait, elle finit par en vouloir au pharmacien parce que le pharmacien n'a pas compris que la famille Heinz et lui étaient membres d'un même groupe, d'un même collectif. Il n'a pas compris qu'en fait, en donnant ou en prêtant, ou peu importe d'ailleurs, le médicament à cette famille, il nourrissait la même cellule, en fait, la même, comme une sorte de grande famille humaine, je sais pas, tu vois. Et ce dilemme-là donne naissance au concept de care, qui est le concept qui consiste en gros à dire nous, êtres humains, mais d'ailleurs c'est aussi vrai nous avec je sais pas, la nature, le vivant autour de nous, nous sommes des éléments d'une même cellule en réalité. Nous sommes un continuum d'êtres et nous avons besoin les uns des autres. En donnant le médicament à la famille Heinz, le pharmacien, il scelle lui-même en réalité, parce qu'il aura besoin de ces gens à un moment. Parce que nous fonctionnons, nous avons besoin des uns des autres pour fonctionner. C'est le contraire de la société individualiste dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais. Justement, au début du bouquin, tu parles de ça, de comment on est passé d'une société plutôt collective à une société complètement individualiste. C'est intéressant de se dire qu'en fait, on n'a pas toujours été des êtres complètement individuels qui se rencontreront sur un marché, en gros. Comme on est toutes des espèces de mini-entreprises et on se rencontre sur un marché. C'est ça un peu que fait le néolibéralisme, c'est ça, le système dans lequel on est, c'est ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, pendant très très longtemps, on s'est considéré, à raison, je pense, comme les membres interdépendants d'un collectif. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tous les grands problèmes qu'on a, le changement climatique, l'appauvrissement des uns des autres, etc., ne vont pas se régler justement à coup de développement personnel. Tu peux faire tout le yoga que tu veux, tu vas pas régler le problème du changement climatique. Et même si on se met tous demain à faire du yoga ou de la méditation, on va pas régler le problème du changement climatique. La seule clé, c'est de s'organiser les uns avec les autres, de s'organiser collectivement. Mais on a perdu de vue le fait qu'on peut s'organiser collectivement. C'est ce que le philosophe Gilles Lipovetsky appelle l'hyper-individualisme. On a perdu de vue les solutions collectives. En fait, il y a urgence à les retrouver, ces solutions collectives, parce que sinon, on va tous et toutes droit dans le mur. Donc, c'est important. Donc, tu passes 2 ans à Montréal. Pour quelles raisons tu pars et quels sont tes objectifs, en fait? Je quitte Montréal tout simplement parce que mon visa de travail expire, mon contrat de travail expire et ma relation, la relation que j'avais, expire. Donc, je suis obligée, Plus beaucoup d'opportunités de rester. Ouais. Mais c'était une expérience formidable, mais effectivement, à ce moment-là, je passe à une autre étape de ma vie. Je t'en prie. Tu rebondis sur quoi, du coup? À ce moment-là, je suis un peu perdue. C'est ce que les gens de l'astrologie appellent l'époque Saturn Return, donc c'est les 27 ans. Et ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Et en gros, je suis un peu perdue. Et donc, je décide je fais déjà du yoga en tant que... Voilà, c'est un loisir. Je suis hyper passionnée. Je fais 15 heures de yoga par semaine. Et donc, je décide d'aller faire une formation de prof de yoga en Inde, à une époque où je prends encore l'avion, ce que je ne fais plus pour des raisons écologiques. J'estime que j'ai grillé mon empreinte carbone maintenant. Mais à l'époque, je le fais encore. Et je vais en Inde, qui est la patrie du yoga. Et j'ai envie de me former en Inde auprès de personnes indiennes. Donc... Je m'installe, enfin je ne m'installe pas, mais en tout cas je pose mes valises à Goa, qui est une région magnifique au sud de Mumbai, donc plutôt la partie ouest de l'Inde. Ok, qu'est-ce que tu découvres de particulier, de nouveau? Là-bas, je fais une formation où on est 100% focalisé sur le corps et sur aussi un peu l'esprit. Enfin, le yoga, c'est pas du tout qu'une pratique posturale, c'est une pratique philosophique. C'est une pratique dite psychocorporelle où on s'intéresse aussi, on apprend à observer nos fonctionnements psychiques, psychologiques. Donc j'apprends à regarder les pensées qui me traversent. J'apprends à regarder les peurs qui me traversent, les émotions, les complexes, les réactions de colère, les réactions de jalousie, enfin toute cette espèce
de paysage intérieur qui, en fait, doit être regardé, sinon on le subit. Et, et donc, je découvre ça, et en découvrant ça, je me découvre évidemment un peu moi-même, et je fais le tri entre ce que je pense être et ce que je suis vraiment. Un tri qui ne s'arrêtera pas, évidemment, on découvre jamais vraiment qui on est, mais en tout cas, on est un peu moins dans le noir, en quelque sorte. Mm. Et est-ce que ça te donne une vision un peu de une vision un peu plus précise, je dirais, de ce que tu vas avoir envie de faire en rentrant en France? Est-ce que tu as quand même le sentiment que ce voyage en Inde marque une sorte de tournant concret dans, aussi bien dans ton développement personnel que professionnel? Au départ, cette formation de prof de yoga, je l'ai fait parce que je veux juste progresser énormément dans cette pratique. Et en fait, elle m'apporte beaucoup plus que ce que je pensais. Elle m'apporte une vraie découverte de comment je fonctionne. J'arrive là-bas très très fatiguée, un peu cassée émotionnellement suite à une rupture, etc., etc. Et je repars avec plus de force et surtout des outils. En fait, je pense que dans ces pratiques, il y a des outils qu'on peut réactiver, qu'on peut utiliser. En fait, le yoga, c'est une boîte à outils psychologiques, corporels, spirituels. Et, et donc, je retourne chez moi, je retourne en France avec l'idée peut-être d'enseigner, peut-être pas, je sais pas trop. Et, mais en fait, je me prends très vite au jeu. En rentrant, je me prends au jeu. Et je me mets à enseigner à des copines, des copains d'abord, et puis peu à peu à faire de plus en plus ça. Et en faisant ça, je me raccroche avec mon féminisme. Je suis déjà féministe, je suis déjà très engagée. Euh, je suis très vocale déjà sur les réseaux sociaux, et je me rends compte qu'en fait, la pratique du yoga n'est pas forcément féministe, mais peut l'être. Et justement, comment ça se manifeste dans tes projets, cette question du féminisme? Les espaces de yoga, je pense qu'ils sont féministes pour plusieurs choses. D'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est le plaisir. C'est ressentir des choses avec nos corps, explorer des choses, des sensations incroyables, jouer la dynamique du jeu. Moi, c'est des choses qui sont très, très importantes pour moi. Donc, c'est pas contrôler toujours plus nos corps, faire des postures toujours plus parfaites, ou alors faire des exercices physiques dans l'espoir d'être toujours plus mince ou toujours plus musclée, donc toujours plus belle, et donc correspondre toujours plus à ce que le patriarcat attend de nous. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les personnes, et notamment les femmes, ressentent ce qu'elles ne ressentent plus dans un système qui les aliène, c'est le plaisir. Dans le livre, je cite Chloé l'écrivain, qui est une personne exceptionnelle, répète toujours à quoi bon si ce n'est le plaisir. Je veux bien la citer. Je veux bien lire un passage du livre. T'es d'accord? Parce qu'effectivement, à quoi bon si ce n'est le plaisir? Donc, Chloé l'écrivain dit « Se réapproprier le plaisir et en faire un guide vers son bien-être, c'est clairement militant. Le monde est suffisamment dur pour qu'en plus, on n'ait pas accès au plaisir. Je crois au contraire qu'exiger et surtout revenir constamment au plaisir, c'est se donner la possibilité d'incarner un projet de société davantage tourné vers nos besoins. Car quand on y pense, à quoi bon si ce n'est le plaisir ?» J'adore. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Mais waouh, c'est vrai, finalement, à quoi bon si ce n'est le plaisir ?» C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le désir associé au plaisir, ça devrait être une piste, une direction principale. Et c'est là où, pour moi, il faut arrêter d'utiliser les pratiques de bien-être, de yoga, de coaching comme des pratiques pour nous rendre toujours plus productifs ou avoir des corps toujours plus normés. Ces pratiques-là, on a des pratiques à notre disposition pour retrouver ce plaisir, pour retrouver de la joie, pour retrouver des choses merveilleuses dans nos corps. Et c'est à ça qu'elles devraient servir, ces pratiques. C'est en ça qu'elles peuvent être révolutionnaires, je pense. Du coup, je suis obligée de rebondir sur ce terme qui m'a vraiment interpellée dans le livre. Je te cite, tu dis « Sans cette culture du bien-être, qui sait, nous aurions peut-être déjà fait la révolution. » Pour toi, c'est quoi le bien-être révolutionnaire? C'est quoi cette formulation? C'est quoi la philosophie qu'il y a derrière ça? Je pense que pour comprendre ce que c'est le bien-être révolutionnaire, il faut comprendre c'est quoi un bien-être pas révolutionnaire. Aujourd'hui, les pratiques de bien-être, on les utilise majoritairement pour
nous adapter toujours plus au système pour être toujours plus efficace, pour être toujours plus mince, toujours plus productif. C'est des pratiques qui nous aliènent. Et c'est des pratiques, en plus, qui nous font croire qu'il suffirait qu'on devienne la fameuse meilleure version de nous-mêmes pour être heureux, pour que tous nos problèmes soient réglés. Ça nous coupe de la réalité, qui est qu'en fait, on a besoin de s'organiser collectivement pour changer la société, pour la rendre plus juste, pour la rendre plus émancipatrice. Et on a besoin de pratiques qui, fondamentalement, nous fassent du bien. Et je vois pas en quoi une pratique qui nous rend plus productifs le lundi matin au travail ou qui nous rend plus minces pour correspondre à un système qui nous valorise qu'avec des corps minces ou musclés, nous émancipe. Donc un bien-être révolutionnaire, pour moi, c'est ça. C'est un bien-être qui, d'une part, ne se dresse pas contre l'engagement collectif, l'organisation collective pour faire de nos sociétés des meilleures sociétés, des sociétés plus justes. Et ce sont aussi des pratiques qui nous émancipent, qui nous rendent plus libres, plus heureux, plus joyeux. Ce qu'elles ne font pas, en fait, aujourd'hui pour la plupart. Derrière la question de la révolution, pour toi, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat, c'est pas contre, en fait. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis. C'est pour, mais pas contre. Parce que la formulation, en fait, engage presque... oui, j'entends quand même le combat derrière la lutte, la bagarre. Moi, je pense au contraire qu'on devrait arrêter de croire que des termes comme lutte ou combat ou révolution, ce sont des termes méchants, négatifs, violents. En réalité, ce qui est violent aujourd'hui, c'est le système dans lequel on est. C'est un système qui abîme nos corps, c'est un système qui brise des jambes tous les jours. Donc, un bien-être révolutionnaire, si, c'est un bien-être qui permet aussi qu'on s'engage, qui permet qu'on lutte contre des injustices. Il n'y a pas de... Lutter, c'est pas un gros mot. La révolution, c'est pas un gros mot. Ces mots-là, on doit comprendre que c'est simplement, ça dit juste, nous, petits humains, avec nos petits bras et nos petites jambes, on s'organise contre des systèmes qui nous font du mal. Et ça devrait pas être une honte, ça devrait pas être un truc... juger, ça devrait être un truc profondément émancipateur. Aujourd'hui, je crois que le bien-être doit servir à ça, doit aider. On ne fera pas la révolution en faisant tous du yoga, mais par contre, peut-être que ces pratiques, elles peuvent nous permettre de nous reposer, nous permettre de nous ressourcer. Mais pourquoi ? Pour nous-mêmes, pour notre petit plaisir, dans notre petit précaré, ou alors au contraire, pour avoir la force et la puissance de transformer ensemble cette société. Si tu devais te projeter dans 10 ans, il ressemblerait à quoi ton monde idéal ? Je pense que tant que la joie et le plaisir sera accessible uniquement à des personnes, à un certain groupe de personnes, avec des privilèges, avec des corps très très normés, avec la peau blanche, etc., etc., on ne sera pas dans une société heureuse, on ne sera pas dans une société du care. Donc pour moi, dans 10 ans, à mon avis, dans 10 ans, c'est un peu juste, mais j'espère, qui sait, on sera dans un monde où tout le monde aura conscience que la priorité pour qu'on soit heureux tous et toutes, c'est la justice sociale. C'est que chacun ait la place d'être libre, c'est que chacun ait la place, chacun ait droit à la douceur. Aujourd'hui, on est dans un monde où la douceur, c'est réservé à des gens très très privilégiés. Le fait de pouvoir avoir une vie sans violence, avoir une vie sans trop de fatigue. J'espère que demain, on aura tous accès à la douceur. Les gens qui vont regarder cette émission, pour les gens qui vont regarder cette émission, tu vas sûrement être une source d'inspiration. Est-ce que tu as envie de partager avec nous un livre, une citation, une rencontre, un mantra qui soit t'a inspiré ou continue de t'inspirer ? Moi, si je devais conseiller un livre aujourd'hui, je conseillerais un livre qui s'appelle « Pourquoi le patriarcat ?» qui a été écrit par Carol Gilligan et Naomi Snyder, qui est un livre qui explique comment, fondamentalement, ce système patriarcal qui valorise une sorte d'invulnérabilité de tous et de toutes, nous coupe de la possibilité d'avoir des relations profondes, des relations où on peut être vraiment nous-mêmes les uns avec les autres, vulnérables avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos problèmes, avec nos douleurs. Et en fait, ce livre, il montre que en se coupant de ce qui fait de nous des humains, des êtres sensibles, on se coupe de relations qui sont à la base même de notre survie en tant qu'être humain.
C'est parce qu'on s'est autorisé à vivre des émotions, à vivre des choses vulnérables les uns avec les autres, qu'on a survécu en tant qu'espèce humaine. Et donc ce livre, il nous rappelle ça. Et il nous montre profondément pourquoi le système patriarcal, il est mauvais pour notre santé. Il nous abîme. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant de se quitter, je voudrais remercier chaleureusement notre équipe technique qui nous soutient solidairement et Villa Violet qui nous permet d'enregistrer cette émission. D'ici notre prochaine rencontre, osez, bougez, dansez, éclatez-vous et essayons ensemble de devenir les activistes d'un monde meilleur.